C'est Malcolm X, rahimahullah, et pour le coup Muhammad Ali aussi, parce que d'une manière ça a été l'un des plus grands sportifs du monde. Hein. On a eu l'un des plus grands orateurs du XXe siècle, l'un des plus grands combattants pour la cause de l'islam du XXe siècle, et de l'autre côté l'un des plus grands combattants tout court du XXe siècle. Et ces deux hommes, subhanallah, ils se sont côtoyés. C'est un délire. Deux géants sur une seule photo. Donc Malcolm X, moi, ce mec-là, il me flingue. Quand j'ai entendu parler de lui quand j'étais plus jeune, sa vie, elle m'a flingué. Parce que c'est quelqu'un qui, je veux dire, du début de sa vie jusqu'à la fin, ça a été une dinguerie. Pourtant, il n'a pas vécu très longtemps. Malcolm X, rahimahullah, il a été assassiné vers ses 30 ans, quoi. Il a pas eu une longue vie. Mais le peu de temps qu'il a vécu, explosif sa vie. Un délire. Malcolm X, il vient d'une famille qui était au départ protestante. Son père, d'ailleurs, il était pasteur. Son père s'est fait assassiner. À plusieurs reprises, il avait été menacé, d'ailleurs, par des mecs du Ku Klux Klan. Donc, vous savez, le groupe racialiste américain. Sa famille, elle avait été menacée à plusieurs reprises. Sa maison avait été cramée. Son père menacé, etc. Et puis, un beau jour, son père a mystérieusement été retrouvé tué sur les rails d'un train ou d'un tramway, je ne sais plus. Je crois que c'était un tramway. Il avait été tué, voilà, assassiné. À l'époque, vu que c'était une période de ségrégation et de racisme totalement légalisé, banalisé, la famille de Malcolm X, en fait, s'était battue pour faire reconnaître le fait que, non, leur mari avait été assassiné. La justice, à l'époque, disait non, c'est un accident. C'est un accident, il est tombé sur les rails. Et oups, il s'est fait rouler dessus. Voilà. C'est précis quand même l'endroit où il est tombé. Et comment il est tombé d'ailleurs. C'est très très intéressant. Donc sa famille déjà, elle a vécu l'enfer. Je ne sais pas si vous imaginez. Vous êtes une minorité ethnique dans un pays. Et on n'est pas là d'ailleurs ce soir pour faire de la pleurniche antiraciste. Hein, mais c'est juste pour vous expliquer d'où il vient ce mec, c'est un délire. Le mec il vient d'une minorité ethnique qui a littéralement été déporté pour être des esclaves. Vraiment. Ils ont subi des brimades de ouf. Même après, au milieu du 19e siècle, il y a eu la fin en fait, de l'esclavage. Déclaration de la fin de l'abolition de l'esclavage. Et même après ça, les Noirs restaient quand même des sous-hommes aux yeux des WASP, des Blancs américains. Donc son père s'est fait menacer, assassiné, sa baraque cramée. Sa mère, Mskina, elle a fini dans un asile de fous. Les enfants de la famille Little, ils ont été dispatchés de la famille Little, ils ont été dispatchés un peu partout. Donc ils ont été séparés. Hein. Malcolm X, il a été pendant très longtemps séparé de ses frères et sœurs. Le gars, il a galéré toute sa vie. Il est tombé dans la délinquance. Il a été braqueur. Il a fait des cambriolages. Il se droguait. Un jour, ça devait arriver. Il a fait de la prison. Et en prison, il a découvert en fait des choses de fou. Il a fait la rencontre de musulmans. De musulmans d'ailleurs grave chelous, parce que c'était des musulmans de la Nation of Islam, qui est une secte, même encore aujourd'hui, c'est une secte. C'est pas du tout des ikhwan au sens de ce sont nos frères, c'est des fous. Et cette secte avait été créée initialement par un mec qui se prenait pour Dieu, hein, Fard Muhammad, c'est comme ça qu'il se nommait, qu'Allah le maudisse, il se prenait pour Dieu. Il était persuadé que c'était une incarnation d'Allah. Astaghfirullah ya Rabbi. Et donc, il a découvert des membres de la secte de la Nation of Islam qui lui ont donné envie de savoir ce que c'était que l'islam. Parce que même si c'était une secte, même si c'est une secte créée par des tarés, il y avait quand même des vérités islamiques, des choses évidentes. Et ça l'avait fait cogiter. En prison, on l'appelait Satan. Hein. En prison, Malcolm X, Al-Hajj Malik al-Shabazz, il est appelé Satan. Satan. Parce qu'il avait une telle détestation de Dieu que même ses co-détenus qui eux étaient chrétiens l'appelaient Satan pour se moquer de lui. Donc le mec, sa mère à l'asile psychiatrique, séparée par de ses frères et sœurs, racisme, Ku Klux Klan, son père assassiné, machin, il va en prison. Il découvre un peu l'islam. Quand il va en sortir, il va devenir l'égérie de la Nation of Islam. D'ailleurs, c'est lui qui va la faire connaître à ce point, en fait, même mondialement. Et plus il avançait dans sa quête spirituelle, plus il se rendait compte de l'absurdité qu'était sa secte, la Nation of Islam. À un tel point d'ailleurs que quand il a quitté la Nation of Islam en dénonçant ce qui s'y passait, il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il y avait des gens qui voulaient l'assassiner. Et c'était quelqu'un qui est passé quand même
C'était pas un cancre à l'école, au contraire, il travaillait bien. Mais c'est quelqu'un qui, quand il était en prison, il voulait, c'était un flemmard, quoi. Il voulait pas spécialement bosser. Et quand il s'est remis en question, il a commencé à avoir une curiosité pour son din, pour l'islam et pour le monde. Bah, il a commencé à s'ouvrir. D'ailleurs, il était tombé dans un délire racialiste, suprémaciste noir, vraiment le délire de la Nation of Islam d'ailleurs. Et il en est sorti. Et quand il en est sorti, et qu'il est vraiment allé à la rencontre des musulmans, à la rencontre des gens, il a fait son pèlerinage à la Mecque, il est allé en Afrique, il a visité un peu toute l'Afrique, il est allé en Algérie d'ailleurs, où il a été accueilli évidemment à bras ouverts à l'époque. Voilà, il a fait un voyage en Afrique, au Moyen-Orient, Proche-Orient, et il est sorti, en sortant de sa secte, en sortant des États-Unis, il s'est rendu compte que le monde déjà il était magnifique, que le monde ne se résumait pas à une couleur de peau, à blanc, noir, parce que lui il avait connu que ça aux États-Unis, faut bien comprendre. Là-bas, c'était soit t'étais une minorité ethnique, t'étais une merde, Hachakoum, soit t'étais blanc et t'étais un mec bien. Il avait connu que ce truc un peu binaire. Il est allé dans tous les pays du monde. Il a dit, punaise, en fait, il y a des blancs géniaux ailleurs. Des blancs vrais. D'ailleurs, ça lui a même fait bizarre de dire que les blancs étaient ses frères. Son père a été tué par des blancs, racialistes. Jamais le gars, il se serait dit un jour, je dirais que les blancs sont mes frères. Et pourtant, c'était vrai. Les blancs musulmans qu'il avait rencontrés à Mecca, il l'a écrit d'ailleurs dans la lettre qu'il avait envoyée à ses frères de Harlem. Et il leur a dit, mais j'ai mangé et bu, j'ai mangé dans la même assiette que des blancs et bu dans les mêmes verres qu'eux. Ils étaient blonds aux yeux bleus, voilà, moi je suis noir, on se respectait, il n'y avait pas de délire de couleur de peau, c'est ça l'islam. Donc rien que pour ça, sa vie, moi je vous encourage vraiment à étudier un peu la vie de Malcolm X parce qu'elle est juste énorme, gigantesque. Et malheureusement, comme vous le savez, il a été assassiné. Et il a été assassiné, au summum, au top de ce qu'il avait fait. Voilà. Il est rentré dans une secte, il en est sorti, le gouvernement américain le surveillait. D'ailleurs, on sait que la Nation of Islam, il me semble que c'était le FBI ou la CIA, ou peut-être même les deux, avaient participé à son assassinat. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on ne connaît pas vraiment en détail les tenants et les aboutissants de son assassinat. Donc voilà, pour moi, Malcolm X, vous étudiez sa vie, vous êtes par terre, tellement il est inspirant, ce gars, et tellement les discours qu'il a fait étaient inspirants. À l'époque, il faisait des discours qui étaient révolutionnaires. Le mec, il allait au temple d'Harlem pour dire aux gens, mais c'est qui vous a appris à vous détester? En parlant des femmes noires, des hommes noirs, qui vous a appris à vous détester? Qui vous a appris à détester la couleur de votre peau, la forme de votre nez, la texture de vos cheveux? Qui vous a appris à vous détester? Et il leur a fait la morale comme ça, il les a réveillés. Et à l'époque, c'était un discours qui était dingue. Parce que les Noirs à l'époque, c'était inscrit dans leur tête, cette servitude, c'est tais-toi, t'es un nègre, t'es dans un pays de blancs, tu seras éternellement un nègre, les nègres c'est moche, les nègres ça parle pas, les nègres c'est limite des singes. C'est comme ça que les blancs représentaient les Noirs à l'époque. Et donc lui il arrive et il dit c'est qui vous a appris tout ça en fait? Depuis quand lui là l'homme blanc que vous connaissez pas, c'est lui qui doit vous donner les règles à suivre en ce qui concerne les canons de beauté, la morale. Et là, il a réveillé, en fait, il a essayé du moins de réveiller son peuple. Il l'a réveillé, il faut dire la vérité. Puisqu'il a laissé un héritage, Malcolm X. Hein. Même il est mort musulman, même martyr. Et même les non-musulmans noirs, même hispaniques et blancs, le respectent aux États-Unis. C'est son héritage, il va jusque-là. C'est-à-dire qu'il est même aimé par des gens qui ne sont pas spécialement de sa communauté. C'est là où tu vois l'héritage qu'il laisse, le gars. Donc intéressez-vous à sa vie, pour moi c'est un héros, ce mec, c'est juste absolument génial. Et franchement, il y a peu de parents, il faut dire la vérité, il y a peu de parents qui disent à leurs enfants qui est Malcolm X. Je les blâme pas, il y a peut-être des parents qui connaissent pas, il y a peut-être des... Mais c'est dommage qu'on passe à côté d'un truc comme ça, quoi. Vous savez que Malcolm X, d'ailleurs, il a voulu venir à Paris, son avion l'a déposé à Paris, et il n'a pas pu entrer en France. C'était le début des années 60, on lui a refusé l'accès à rentrer dans la ville de Paris. Voilà. C'est-à-dire que à l'époque, même le gouvernement français, il avait la trouille qu'un mec comme lui réveille les Noirs, réveille les Arabes de France, avec un discours qui pourrait les réveiller, leur donner un peu de fierté. Donc il avait interdit territoire. La vidéo, elle existe, hein. Vous tapez Malcolm X Paris, et en fait, il explique devant les caméras de la France, hein, en fait, que le gouvernement veut pas de lui, veut pas le laisser rentrer dans le pays. Pourtant, c'était quelqu'un de normal, hein. C'était quelqu'un qui réveillait les gens. Et à l'époque, on ne voulait pas donner l'exemple, surtout en plus avec les liens qu'avaient la France et l'Afrique, hein, la fameuse France-Afrique. On ne voulait pas, évidemment, qu'un Noir réveille des Noirs
et les rendre plus intelligents. C'est... Ils sont pas bêtes, les mecs. Pourquoi rendre des Noirs intelligents? Pourquoi rendre des rebeux intelligents en France? Non, non, non. Hein, gardons-les bien servis, là. C'est à ça qu'ils servent. Et donc, c'est pour ça que je l'admire beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui il tartait les gens. Et ces discours, ils étaient jamais là pour flatter. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on vit dans une époque où, pardon, où tous les discours qu'on entend sont consensuels. Voilà, c'est que des discours sur la paix, les bisous, l'amour, la fraternité, le machin, le bidule, le vivre ensemble, le fameux vivre ensemble qui nous casse un peu les noix. Lui, quand il faisait un discours, il cherchait pas à flatter les gens, jamais. C'est-à-dire, lui, il arrivait, il donnait le haq aux gens et il partait. Salam alaikum, vous m'aimez pas, ça change pas grand-chose. Je vous ai dit ma vérité, vous la prenez, tant mieux. Vous la prenez pas, tant pis. Et les gens, justement, qui prenaient ce qu'il avait à dire, c'était des gens qui œuvraient après pour l'islam, pour la communauté musulmane. En tout cas, elle a laissé un héritage qui est gigantesque. Moi, il fait partie de mes héros, sans l'ombre d'un doute. Ce monsieur, c'est qui? Est-ce qu'il y a des gens qui vont le trouver sur le chat? Je suis sûr qu'il y a des gens qui le connaissent. Sûr. C'est qui ce monsieur? Ce grand monsieur? Qui est ce grand monsieur? Alors, ingénieur imberbe, salam alaikum à toi. Oui, c'est juste simplement l'autobiographie de Malcolm X. Parce que Malcolm X, avant de mourir, en fait, il n'a pas terminé son autobiographie, mais Malcolm X, en écrivant son autobiographie, il a écrit sa propre autobiographie, quoi. Donc, le principal livre que je te conseillerais de Malcolm X, c'est ce qu'il a écrit lui-même. Exactement, Omar el-Mukhtar. Omar el-Mukhtar. Franchement, ça me fait plaisir qu'il y ait des gens qui répondent à ça, qui connaissent son nom. Et je vais vous dire la vérité, vous êtes une infime minorité de musulmans, et surtout d'Africains ou de Nord-Africains connaissant le nom de cet homme. Vous êtes une infime minorité. La plupart des gens, en fait, ils ne connaissent pas qui est Omar el-Mukhtar. Ils ne connaissent pas. Encore une fois, ce n'est pas un reproche. C'est juste que... Qui connaît Weshden? Moi, qui connais Ariana Grande? Moi, qui connais Cristiano Ronaldo? Moi, mais qui connaît Omar el-Mukhtar? Là, tu vas voir 2-3 personnes dans la salle, avec un petit silence gênant. Omar el-Mukhtar, c'est une montagne. C'est une montagne. C'est un délire comment c'est une montagne. Ça, c'est un véritable héros, je dirais même super-héros. On parlait de ça avec des frères sur le Discord, on parlait vous savez, des films Marvel. Vous savez, les films Marvel, Avengers, Spider-Man, machin, ou les films DC Comics, Wonder Woman, machin. On nous montre toujours des super-héros, et comme les comics, avec des super-pouvoirs, etc. C'est de la fiction. Hein, Spider-Man, il vous aidera jamais dans votre vie. Hein. Wonder Woman, elle stoppera jamais une guerre de son existence, elle a jamais existé. Omar el-Mukhtar, lui, il a existé. Et wallahi, c'était un super-héros. Son pouvoir, c'était la foi. Hein. Je veux dire la vérité. Son super-pouvoir, c'était déjà le fait qu'il avait el-yaqin, la certitude dans la foi. C'était ça, le début de son super-pouvoir. C'était quelqu'un qui était profondément pieux. Profondément pieux. Omar el-Mukhtar, c'était un Libyen. Un Libyen né en Libye, qui a vécu en Libye. Et c'était quelqu'un qui était très attaché à son peuple et à sa religion. À sa religion et à son peuple, plutôt dans cet ordre-là. Et Omar el-Mukhtar, il a vécu une époque particulière. Il a vécu une époque où c'était un peu la mode de coloniser l'Afrique. Tout le monde voulait sa part du gâteau, tous les pays occidentaux, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la France, l'Angleterre, tout le monde voulait avoir sa part du gâteau, de ce gigantesque gâteau qui est l'Afrique. Et Omar el-Mukhtar, lui, il a fait partie des gens, parce que la Libye était en train d'être colonisée et envahie par l'Italie. Et Omar el-Mukhtar, c'est quelqu'un qui a pris les armes pour combattre en fait l'envahisseur. Et à l'époque, il faut vraiment comprendre le rapport de force. Hein. Parce qu'à l'époque, la Cyrénaïque, la Libye, était une province gérée par l'Empire ottoman. Mais dès que l'Empire ottoman était en déclin, ils ont perdu du terrain et les pays occidentaux commençaient à grappiller les territoires que l'Empire ottoman perdait au fur et à mesure. Et là, l'Italie, pour le coup, s'est jetée sur la Libye, qui est anciennement une partie qui était contrôlée par l'Empire ottoman. Omar el-Mukhtar, c'est quelqu'un qui a organisé une résistance magistrale en utilisant le principe de la guérilla et ce qu'on appelle la guerre asymétrique, le principe des guerres asymétriques. Une guerre asymétrique, c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est une guerre
où les forces ne sont pas égales, hein, elles ne sont pas correctement proportionnées. La force de frappe italienne était 1 milliard de fois plus balèze que la petite force de frappe des résistants libyens, clairement. Mais même en faisant des guerres asymétriques, des guérillas dans le désert, se cacher, faire des embuscades, etc., cet homme-là a été le pire cauchemar de l'Italie, le pire cauchemar de l'armée italienne. Quand je vous dis le pire cauchemar, ça a duré des années. Des années. Il a mis des raclées sur le champ de bataille monumental. Et je vous dis ça, mais il était déjà très âgé. Hein. Cette photo-là, c'est une photo qui date, c'est une photo de son arrestation. Regardez l'âge qu'il a, subhanallah. Il était déjà l'article de la mort, mais il était encore un danger pour eux. C'était quelqu'un qui n'hésitait pas à monter sur son cheval et à foncer sur les lignes italiennes, même s'ils avaient des jeeps blindés, ils s'en foutaient en fait. C'était quelqu'un qui était... il n'était pas comme nous. Il avait tellement la foi, il aimait tellement son peuple, il ne voulait tellement pas que le façade, la corruption occidentale vienne s'installer dans son pays, que le gars avec son cheval, il fonçait sur des jeeps et il n'en avait rien à cirer. Vous savez, lorsqu'il a été arrêté et qu'il a été questionné, même les généraux italiens, il y a un général italien en particulier qui avait écrit sur lui, qui avait fait un commentaire sur lui. Commentaire d'ailleurs qu'il n'a jamais vu, hein, Omar el-Mokhtar. Mais qu'il a fait. Il a dit, mais en fait, je vous restitue un peu de mémoire le propos, mais en gros, c'était cet homme, malgré son air fermé, son petit gabarit, etc., il dégageait quelque chose de spécial. Quelque chose qui forçait en fait au respect. Même ses ennemis, subhanallah, quand ils étaient face à lui, ils ont vu que c'était quelqu'un qui avait une aura incroyable. Il était connu parce qu'il était soufi, il faisait partie d'une tariqa soufi. Je crois que c'est les Sanoussi, je crois. Faudrait que je vérifie. Mais il faisait partie d'une tariqa soufi, c'est quelqu'un qui était vraiment dans le dhikr, vraiment dans le détachement de ce monde. Il n'aimait pas la dunya, c'était pas son truc. C'était quelqu'un, par exemple, qui avait la réputation de dormir très très peu. Très très peu. Quand il dormait que quelques heures, et il se réveillait immédiatement pour faire du dhikr, pour lire le Coran jusqu'au matin. C'est-à-dire que pendant qu'il était en train de faire la guérilla, quand il avait fini de dormir, en fait, en pleine nuit, il lisait le Coran, il récitait le Coran jusqu'au lever du jour. À un tel point d'ailleurs que les gens qui l'accompagnaient, ça les dépitait. Ils le regardaient tous les jours, il récitait le Coran. Donc il avait vraiment une foi incroyable, cet homme. Il était persuadé que, et il a raison, c'est pour ça que c'est un modèle. L'islam, c'est la juste voie, il faut le défendre, il faut défendre son peuple. Lorsque le gouvernement italien avait décidé de l'arrêter, ils ont proposé de le corrompre. Ils lui ont dit, on va te donner telle somme d'argent, hein, comme ça tu vas calmer le jeu et tu diras au tien de se calmer. Mais il a dit, mais moi je préfère mourir, tuez-moi. Tuez-moi. Jamais je ferai un truc pareil. Il leur a répondu le djihad. En fait, le djihad qital pour le coup, parce qu'il y a plusieurs formes de djihad, mais là il parlait du djihad armé. Mais il a dit, mais le djihad, c'est évidemment ce qui m'est commandé face à vous. Il a préféré qu'il le tue. Ça me rappelle d'ailleurs une résistante algérienne, je ne sais plus comment elle s'appelait, qui elle aussi d'ailleurs aurait pu être une des héroïnes que j'aurais pu mettre ce soir. Une résistante algérienne qui, lorsqu'elle a été, pendant la guerre d'Algérie, lorsqu'elle avait été arrêtée, jugée, on l'avait condamnée à mort. Le tribunal français de l'époque l'avait condamnée à mort pour acte de résistance. Hein. Et quand on lui a dit vous allez être exécuté, elle a rigolé. Wallahi, nous on avait des héros comme ça il n'y a pas si longtemps. On leur disait on va vous tuer, elle rigole dans la salle. Elle est morte de rire. Tellement en fait, ils étaient sur un autre plan. Et malheureusement, pourquoi je vous montre tout ça? Pourquoi je vous parle de ça? C'est pas juste pour dire regardez, on a eu des... Non, on peut se vanter pendant des heures des héros qu'on a eus. Mais en réalité, ces gens-là, on nous en a très très peu parlé. On en parle d'ailleurs entre nous très peu. Et pourtant, l'héritage qu'ils ont laissé, il est gigantesque. Absolument gigantesque. Aujourd'hui, les exemples qu'on donne, c'est
Voilà, c'est Ariana Grande, c'est toutes les gamines là, de Snapchat, d'Instagram. Aujourd'hui, tu as des meufs, elles font du sport, elles font des tutos make-up. Tu sais, elles n'ont rien fait de leur vie, en fait. Elles n'ont rien produit, elles vont rien laisser, tu vois, à part des vidéos YouTube. Et pourtant, c'est devenu des égéries, des idoles, littéralement, des exemples pour les gamines. Et eux, en fait, on les a pas montrés à ces jeunes. Et ça, c'est notre responsabilité. Je vous dis, les frères et sœurs, hein, je vous parle, j'aimerais que les musulmans, à la rigueur, les non-musulmans, ça les concerne pas vraiment. Quoique, peut-être, ça pourrait les faire réfléchir aussi. Mais nos parents, msakin, ils avaient des excuses. C'est pour ça que je peux pas blâmer les parents, la génération de nos parents. Nos parents, ils avaient peut-être pas le temps de nous enseigner tout ça. Ils avaient peut-être pas la connaissance suffisante. Ils avaient peut-être pas accès aux livres, même ne serait-ce qu'à la lecture tout court, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de parents qui étaient analphabètes, etc. Mais nous, on n'a pas d'excuses. Nous, on est la génération... on est une génération particulière. On connaît la langue. D'ailleurs, notre communauté connaît la langue des deux rives de la Méditerranée. Les langues des deux rives de la Méditerranée. On a la culture. On a le fait qu'on sache lire. Ça paraît bête aujourd'hui, ça paraît banal. Hein. À une époque, quelqu'un qui savait lire, c'est quelqu'un de lettré, c'était quelqu'un de respecté, qui avait une place plus haute que les autres. On n'a plus d'excuses aujourd'hui. Avec Internet en plus, avec la littérature qu'on peut avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Amazon. Sur Amazon, tu tapes livre islam. Le catalogue français des livres sur l'islam, il est assez réduit, contrairement à d'autres pays, mais quand même, on a quand même une sacrée littérature. Et justement, il y a plein de livres qui nous parlent de ces héros-là. Beaucoup de livres. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns, juste ici, que j'avais acheté d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, et qu'on avait commencé en partie à lire sur le Discord. Bon, là pour le coup, la caméra est inversée, donc vous ne verrez pas les noms des livres en même temps, mais j'espère que les gens trouveront les références. Vous avez l'histoire des califes, des Omeyyades. Pour les gens qui se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé après les califes bien guidés ? Voilà, tu as des livres qui ont été écrits, rédigés. C'est incroyable. Donc l'auteur, c'est Jalal ad-Din as-Suyuti. Jalal ad-Din as-Suyuti. Histoire des califes Omeyyades. Aux éditions Ribat. Vous avez Héros de l'Islam. Héros de l'Islam. C'est un pavé. 30 héros de l'Islam, dont d'ailleurs les deux que je viens de vous citer, hein, Omar el-Mukhtar, rahimahullah, et Malcolm X, rahimahullah. Héros de l'Islam, vous avez en un livre 30, la vie de 30 héros de l'Islam, depuis l'époque des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à Malcolm X, rahimahullah. Donc ça, c'est de Issa Mayer aux éditions Siribat, Héros de l'Islam. Alors encore une fois, les livres que je vous présente, je gagne que dalle en vous les présentant. Il n'y a pas de partenariat, je sais pas quoi. Je suis pas Enjoy Phoenix. J'ai pas de partenariat commercial avec des gens. La conquête musulmane de l'Afrique du Nord. Pour les gens à qui ça intéresse, comment les musulmans sont arrivés en Europe, en passant par le Maghreb, et comment la conquête s'est faite, c'est épique. Épique. Une histoire de ouf qu'il y a dedans, c'est incroyable. S'il y a des gens qui ont kiffé Game of Thrones, les intrigues, les retournements de situation, c'est ces livres-là. Et ça, c'est pas de la fiction, c'est la réalité. D'accord ? Donc, édition Ribat, la conquête musulmane de l'Afrique du Nord. Le faucon de Quraysh. Le faucon de Quraysh. Déjà, moi, quelqu'un, il arrive, il me dit, moi, on m'a donné comme surnom le faucon de Quraysh. Tu sais, je veux connaître sa vie. Et le faucon de Quraysh, c'était le Abderrahmane Ier. Abderrahmane Ier qui était le dernier survivant de la dynastie Omeyyade, dont la famille avait été massacrée par les Abbassides. Et sa vie est un délire. Moi, quand j'ai lu les premières lignes sur la vie d'Abderrahmane Ier, celui qui va fonder le califat de Cordoue, le grand califat de Cordoue, hein, qui va faire en sorte que l'Andalousie soit totalement musulmane après, quasiment. Abderrahmane Ier, c'est quelqu'un dont toute la famille a été massacrée, donc au Moyen-Orient. Il a fui, c'est le dernier survivant, il a fui. Littéralement, on vous dit qu'il a traversé une rivière parce que ses assaillants le poursuivaient. Il a traversé une rivière, il est passé de l'autre côté à la nage d'une rivière et il s'est enfui. Il s'est réfugié au Maghreb parce que sa famille, les Omeyyades, avaient régné sur le Maghreb auparavant. Il a bataillé, il a essayé de chercher des soutiens alors que toute sa famille avait été massacrée, qu'il avait perdu son pouvoir. Le gars, il a bataillé de ouf. Il est arrivé en Espagne, il a fait des batailles de dingue. Il a su s'imposer
comme étant un vrai chef de guerre et un vrai chef pour les musulmans, et il a fondé l'émirat de Cordoue. Je sais pas si vous imaginez, ta famille elle se fait massacrer, tu t'enfuis à l'autre bout du monde, tu cherches des aides, t'en trouves à moitié, tu vas dans un pays que tu connais pas, tu batailles, et là tu fondes un émirat islamique. Sa vie, c'est un délire. Le faucon de Quraysh. Il mérite son blaze. Le faucon de Quraysh. Donc, le faucon de Quraysh, c'est de Ara Ibrahim Akram, aux éditions Ribat aussi. Et vous avez la conquête de l'Égypte, des éditions Nawa, de Sulayman El-Ka'bi, la conquête de l'Égypte. Et ça, c'est l'histoire de Amr ibn al-As, dont on avait parlé il y a quelques jours. Ce génialissime, qui faisait aussi partie d'ailleurs des Quraysh, ce génialissime diplomate, chef de guerre, qui a littéralement démonté l'Empire byzantin. Je perds encore trop de temps de parler de lui, ça va être trop long. J'aurais tellement de choses à vous dire sur lui. Mais voilà, lisez, juste lisez. Là, pour le coup, ces livres-là, c'est des livres sur des gens qui ont véritablement existé. C'est pas les Avengers. Hein, c'est pas des gens qui n'existent pas en collant moulant sur des histoires un peu cheloues. Et je dis pas aux gens que c'est pas bien de regarder des films ou c'est pas ce que je dis. Hein, je suis pas aussi binaire, vous me connaissez. Moi, je vais pas dire aux gens que les films, on est anti-film, même de science-fiction. Voilà, regarder un film de science-fiction une fois de temps en temps, c'est pas mal. Mais pour le coup, les vrais héros, ils se trouvent chez nous. Et ce sont des gens qui ont mis leurs valeurs sur la table, de vraies valeurs. Et ça, on a cette responsabilité, nous, aujourd'hui, c'est de la transmettre. Ne soyez pas passifs. Nos parents, Msakin, eux, ils ont une excuse. Ils n'avaient pas la connaissance, ils savaient ni lire ni écrire pour certains, ils n'avaient pas le temps, Mais notre génération, elle doit aiguiller les plus jeunes. Je parle surtout aux papas et aux mamans, et aux futurs papas et aux futures mamans. Ça sera à notre génération d'éduquer la jeunesse qui arrive. Hein. D'accord ? Et croyez-moi qu'on va avoir beaucoup de mal hein, avec la génération des Weshden, des machins, etc. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop long et de vous avoir donné un tout petit peu envie d'étudier tout ça. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.